À un moment, en dehors du fait qu'ils sont dans des camps et d'une façon très précaire, au bout d'un moment, le gouvernement français leur dit il faut faire quelque chose, quoi. Soit vous rentrez en Espagne, et une partie d'entre eux étaient condamnés à mort, une grande partie d'entre eux étaient condamnés à mort, des fois plusieurs fois, soit vous engagez dans les compagnies de travailleurs étrangers pour aller travailler sur les routes, renforcer les défenses de la France sur la ligne Maginot, renforcer les barrages. Et soit vous vous engagez dans les régiments de volontaires étrangers pour la durée de la guerre, soit vous vous engagez dans la Légion étrangère pour 5 ans. Donc une partie d'entre eux vont s'engager dans la Légion étrangère et le siège de la Légion étrangère française est en Algérie. Donc on les envoie en Algérie. Une autre partie de ces hommes qui sont dans la Noévé ont quitté l'Espagne par la mer et sont allés directement sur le Maghreb. Ils se sont souvent retrouvés dans des camps. Pour certains, ils ont eu la chance d'avoir des appuis parce qu'il y avait déjà des Espagnols en Algérie, notamment du côté d'Oran. Donc pour certains, ils ont été hébergés par ces Espagnols. Mais quand l'armée américaine va débarquer, une partie des légionnaires qui sont sur l'Algérie, une partie de ceux qui sont enfermés dans les camps en Algérie, qui ne sont pas du tout des camps de vacances, mais des camps de concentration assez terribles, vont réussir à s'évader pour rejoindre l'armée, pour rejoindre De Gaulle. Et une partie de ceux aussi qui ont été hébergés par des Espagnols qui habitaient déjà l'Algérie, vont s'engager et vont rejoindre l'armée de Leclerc. Bon, parce que Leclerc est le représentant de Gaulle en Afrique du Nord. Et parce qu'il ne faut pas oublier que, juste une précision quand même, c'est que quand les autorités proposent aux républicains espagnols d'intégrer la Légion étrangère et l'armée française, c'est l'armée de Vichy. Oui. Donc, bon, ils ont dû y aller sur la pointe des pieds quand même. On n'a pas le choix, on y va. Mais dès qu'ils ont su que Leclerc remontait du Tchad pour combattre le nazisme et continuer le combat, ils ont déserté l'armée de Vichy et ils sont partis chez Leclerc. Oui. Ah oui, c'est pour ça, quand on dit que c'est un exil très politique, c'est pas pour rien, quoi, parce que c'est des gens extrêmement déterminés engagés et qui risquent leur peau pour leur façon de voir les choses. Et donc, ils ont déserté l'armée de Vichy pour rejoindre l'armée de Leclerc. Certains d'entre eux ont reçu une condamnation pour avoir déserté l'armée de Vichy alors qu'ils étaient en train de libérer Paris. Et donc dans l'armée Leclerc, il va y avoir des Espagnols un peu partout, dans toutes les compagnies, hein, notamment dans la 10, dans la 11, mais dans la 9e compagnie, ils sont excessivement concentrés. Il y a 95% d'Espagnols dans cette 9e compagnie, donc qui va prendre le nom de la Nueve, parce que en plus le capitaine qui va la commander, c'est Raymond Drone, et Raymond Drone parle espagnol. Il a fait des études en Espagne, et donc la langue officielle de la Nueve, de la 9e compagnie, sera l'espagnol. Voilà. Et Leclerc lui dit, à un moment donné, d'ailleurs, Colette Drone se plaisait à le rappeler. Leclerc le convoque et puis lui dit, écoutez, j'ai des hommes là, ils sont un peu particuliers, ils ont un peu tête de lard, un peu ils font ce qu'ils veulent, mais ce sont d'excellents soldats et vous allez vous en débrouiller. Et donc Drone hérite donc des républicains espagnols, et le fait est qu'il s'en est débrouillé parce que, en fait, il leur fait un discours de bienvenue en leur parlant de la République. Et les gars disent, c'est le premier qui nous parle de la République, donc du coup ils ont déjà un a priori favorable pour rester sous ses ordres, quoi. Et c'est vrai que ça va être vraiment une compagnie très très soudée. Et d'ailleurs Colette Drone, la fille du capitaine, disait moi j'ai été élevée avec les hommes de la Nueve et c'était ma famille, quoi. Donc il y avait vraiment quelque chose de très fort et de très solide entre eux. Et les hommes de la Nueve avaient la particularité, parce qu'ils étaient, c'est vrai, un petit peu fous, ils se réunissaient et ils décidaient eux-mêmes de ce qu'ils allaient faire, quoi.
Ils se foutaient pas mal des ordres qu'on leur donnait. Si l'ordre qu'on leur donnait ne leur convenait pas, ils le respectaient pas et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils étaient souvent envoyés en avant, voilà, en éclaireur. Et juste pour revenir sur le capitaine Dronne, qui était quand même... après, il a eu une carrière politique, mais avant, au moment où il commande, il a été administrateur colonial. Donc voilà, c'est pas forcément quelqu'un de très engagé à gauche, on va dire ça comme ça. Mais il a été en Allemagne, il a été à Berlin, à la fin des années 20, au début des années 30. Et il a dit, et c'est Colette, sa fille, qui nous l'a répété, c'est qu'il avait lu Mein Kampf et il avait vu ce qui se passait en Allemagne. Et il a dit, ces gens-là, ils sont extrêmement dangereux, et si un jour il faut les combattre, je les combattrai. Donc voilà, c'était quand même un capitaine de l'armée française qui était autrement que ceux qui disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Hein. Le faire-part de décès du capitaine Dronne, il y a, on met la famille, les enfants, petits-enfants, toute la famille, et la famille a fait rajouter, et les hommes de la Noël. Donc bon, ça en dit long quand même sur l'état d'esprit. Nous rappeler le surnom du char, ce Bichni de Dronne. C'est Morocco. Oui, il l'avait baptisé, puis on l'avait demandé qu'on change le nom aussi parce que c'était un peu trop... Oui, c'était un vaste programme, c'était trop... Quand ils sont passés la chaîne des Pyrénées, tout à l'heure dans le film, on voit l'omniprésence des forces françaises qui les accueillent. Est-ce que... Enfin, qui les accueillent. Oui. Enfin oui, c'est parler, hein. Je mets des guillemets. Mais le recensement de tous ces exilés, il était fait par qui? Par des autorités civiles ou par l'armée? Il a été fait, il y a eu en fait il y a eu des deux, hein, parce qu'il y a une archive assez importante au fort de Vincennes, donc l'armée. Hein. Et puis il y a des archives aussi de recensement dans les villes où il y avait des camps. Où il y avait Ma question sous-entend une autre question, c'est de savoir si ces personnes sont restées dans les camps, donc par force, encadrées, ou alors est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une certaine mixité entre Français et Espagnols autour des Français qui auraient pu accueillir, peut-être même clandestinement, je n'en sais rien, des Espagnols exilés. Est-ce qu'il y a eu une mixité ou pas? En fait, il y a des villes qui ont accepté d'accueillir des colonies espagnoles. Les femmes et enfants étaient en général accueillis dans toutes les communes de France. Oui. Et pas les hommes. Ouais, les hommes étaient plutôt les hommes étaient dans les camps. Si on fait attention, c'est en général des communes dirigées par la gauche. Oui. Quand on voit les communes qui ont accueilli les femmes et les enfants, ça c'est très clair. Les témoignages qu'on a en ce qui concerne les femmes et les enfants, moi je parle de ma tante ou de ma mère, ma tante, par exemple, a été accueillie dans la région du Havre, qui est une ville port industrielle. Elle a de très bons souvenirs de l'accueil de la population. Et parce que, elle l'a dit lui-même, elle continue de dire, oui, parce que c'était une ville ouvrière, donc on était bien accueillis. Donc il n'y avait pas de troisième choix. C'est-à-dire qu'ensuite, ce qui s'est passé pour la grande majorité, c'est que les compagnies de travailleurs étrangers qui ont été constituées, c'était aussi pour renforcer la ligne Maginot, mais c'était surtout, en grosse majorité, pour remplacer les ouvriers qui étaient sous l'uniforme depuis septembre 1939 et qui, en attendant qu'il se passe quelque chose sur le front. Mais pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de travailleurs agricoles à cette époque-là et des travailleurs de l'industrie. Il manquait du personnel partout. Et donc les autorités tout d'un coup se sont souvenues. On dit qu'il y avait des on en a plein là qui font rien là, et qui faut nourrir. Voilà, ils sont partis. C'est le cas de mes parents. Ils ont été travailler dans une ferme en Normandie. C'est là qu'ils se sont. Mais il y avait aussi des Espagnols qu'on envoyait par exemple travailler pour la journée et qui étaient contraints de rentrer le soir au camp.
Voilà. Mais ils allaient dans des usines, ils allaient dans les... Oui. Française par rapport aux Espagnols. Parce Alors, que chez nous, l'Église s'est engagée, mais de manière très orientée, disons, et ont aussi accueilli des enfants. Oui, en Belgique, mais c'était... il y avait notamment avec les enfants basques. C'est ça, c'était les Basques, essentiellement. Voilà. L'épiscopat basque Bon. français a écrit et a demandé à ce que justement il y ait des actions de fête. Et petit à petit, il y a eu une espèce de courrier qui s'est créé dans les camps, où les gens écrivaient de camp à camp en donnant la liste des familles qui étaient dans tel camp pour pouvoir se regrouper. Voilà, pour se retrouver, se regrouper. Bon, et puis, ils ont fini par sortir. J'ai l'exemple d'une famille qui s'est retrouvée dans le pays minier d'Alès, côté de Nîmes. Bon, et eux, ils disaient, quand on est arrivé, on n'avait rien. Et ben, tous les mineurs se sont mis en grève pour que les Espagnols aient la même solde que les mineurs français, quoi. Donc voilà, il y a eu des manifestations de solidarité. On le voit aussi avec Valentin Montané quand il nous parle de son village dans le Loiret, un petit village de rien du tout qui s'appelle Puiseaux. Et ben, d'abord il y a une archive sur les Espagnols qui est extraordinaire dans ce village. Et il dit, moi je suis arrivé là, j'étais gauche, il devait avoir 12 ans par là. Il dit, et ça a été pour moi le paradis, quoi. C'était enfin la paix, et j'ai été pris en charge, j'étais à l'école, et il y avait une véritable solidarité. Et la mairie de Puiseaux nous a envoyé une lettre d'une fermière qui écrit au maire de son village en disant, mais c'est pas possible, on ne peut pas dormir tranquillement quand on sait qu'il y a des bébés qui n'ont même pas un berceau pour dormir. Il faut que vous fassiez quelque chose pour l'accueil de ces gens, parce que c'est pas possible de les laisser dans cette misère. Donc il y a vraiment eu une solidarité populaire, quoi. Voilà. Après, les autorités, c'est autre chose, l'armée, c'est autre chose, quoi. La mixité est venue avec la résistance, dans les maquis. Là, il y a eu vraiment une osmose entre les résistants français et les Espagnols. Et souvent, les Espagnols étaient pris comme formateurs. Ils avaient des années de guerre et de guérilla derrière eux. Et donc, ils ont formé des jeunes qui débarquaient dans les maquis parce qu'ils fuyaient le STO, qui n'avaient jamais vu une arme de leur vie, qui étaient prêts à se faire tuer parce qu'ils ne savaient pas s'en servir et qu'ils ne savaient pas comment faire. Et c'est souvent les Espagnols qui les ont pris en charge. Ça a été le cas au Guiguerre et tout ça. Et du coup, ça a créé des liens très forts après. Mais ils n'étaient pas fédérés en fédération avant de... Je sais pas moi, parce qu'il y avait des mots d'ordre, par exemple syndicaux, syndicalistes, des mots d'ordre agraires, des mots d'ordre... Des syndicats en France. En France. Donc en étant toujours en Espagne avant de passer, est-ce qu'il y avait déjà... Non. C'est-à-dire pour faire quoi Je ne sais pas, il y aurait eu des mots d'ordre... je sais pas moi, syndicalisme par exemple. Mais pour dire, il y a des associations. Il y a des associations. Voilà. Pour partir d'Espagne. Oui, de partir d'Espagne. Et puis se retrouver de l'autre côté, se refédérer. En 1939, ils ont d'autres choses à frotter, et puis la guerre leur tombe dessus, donc l'occupation nazie, il ne se passe rien. Il se passe des choses à partir de 1944. En 1939, quand ils sont arrivés, les Espagnols, notamment dans les Pyrénées-Orientales, premièrement, ils sont arrivés à 500 000, comme on l'a rappelé, et la population du département, c'était 125 000 habitants. Donc ils ont été débordés au point de vue accueil. Mais ils ont très vite été renvoyés. Beaucoup sont retournés en Espagne, obligatoirement. Quand ils arrivent en France en 1939, il y a 2 organismes de secours aux réfugiés qui sont organisés par les républicains espagnols. Il y a la Jere et le Serre. Voilà. Et ils sont chargés... des personnalités sont chargées d'apporter des éléments de solidarité à ce qu'ils peuvent, en fonction de ce qu'ils peuvent. Mais en l'espace de quelques mois, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Mais il y a quand même un qui joue un rôle important, c'est de pouvoir faire partir au Mexique un certain nombre de réfugiés. Donc ça, c'est un des rôles du Jere, je crois, surtout, qui a organisé ça. Et on peut dire que
ont bénéficié du départ au Mexique, le gratin un peu des républicains. Oui, et il y avait des organisations quand même de secours qui étaient organisées, parce que bon, le CER et le RAR, c'est l'État républicain, quoi, en fait. Et puis les directions de parti, mais il y avait des organisations plus populaires comme SIA et comme après le Secours Rouge, qui ont... Et puis la CIMAD, à ce moment-là, la CIMAD, c'est la naissance de la CIMAD en France qui va aider énormément. Et Philippe Gossot, le Comité national catholique, il y a eu quand même au niveau de la France des organismes d'en bas, on va dire, des organismes populaires qui vont prendre en charge l'aide aux populations espagnoles. Mais globalement, pour rappeler, je vais dire si je me trompe, en novembre 1938, le gouvernement français avait fait passer un décret-loi contre les étrangers indésirables. Ah oui, mais ça c'est... Oui, mais il y avait une ambiance générale. Alors il y a eu des magnifiques preuves de solidarité de la part de communes, de syndicats, de partis politiques de gauche, mais l'ambiance générale c'était plutôt hostile aux étrangers. Hein. Oui, parce qu'en plus, depuis 1933, il y avait des étrangers qui arrivaient en France, donc ils n'avaient pas le droit de travailler, il fallait qu'ils puissent vivre de leurs propres ressources, ce qui était absolument impensable. Voilà. Et il y avait ceux qui arrivaient des pays de l'Est et tout ça, et puis l'Allemagne, les Italiens, et donc il y a eu des lois françaises qui ont été terribles. À l'époque de Daladier, ça a été... On arrêtait les étrangers et déjà on les mettait dans des camps. Hein. La plaque, où là effectivement on a toutes les associations, les organismes qui ont contribué aussi à la peinture murale. Alors moi je dis toujours peinture murale, hein, je ne parle pas de fresque. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a vraiment une différence technique. Hein. Et donc la peinture murale, pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, il a fallu qu'on fasse une souscription et les gens ont donné. Il y a eu à peu près 150 donateurs. Et tout doucement, bon, ça a mis des mois, hein, ça a été très très long. Mais ça a été long, pas seulement parce qu'on attendait les finances d'un côté, l'argent, voilà, mais il y avait aussi le problème administratif, c'est-à-dire que c'est un mur de la ville de Paris, qui est plutôt, pour être plus précis, c'est de Paris Habitat, donc qui travaille effectivement en partenariat avec la ville de Paris. Et donc Paris Habitat, au départ, ne comprenait pas pourquoi on voulait peindre sur ce mur-là spécialement. Alors il a fallu qu'on explique avec Véronique, on est allé les voir. Ça a été un long parcours, assez chaotique, c'est vraiment pour le cas de dire le parcours du combattant, parce que il a fallu qu'on leur montre d'abord la maquette. Donc je leur ai soumis la maquette avec le devis, enfin bref, on leur a expliqué pourquoi ici, parce que la Nueve est passée par là à l'époque, hein, par la rue Esquirol. Donc tout à l'heure on était sur la place Pinel. La place Pinel, il y a aussi un médaillon, hein. Je disais tout à l'heure aimable, il y a 12 médaillons qui ont été, comment dirais-je, apposés en 2004 par le maire de l'époque, Delanoë. Et bon, du coup, nous, on s'est dit, on va respecter ce parcours. Et pour nous, quand on a vu ce mur-là avec une amie qui est décédée depuis, qui faisait partie aussi de l'association, Marie Raffano-Boge. Et donc, on a vu le mur, on a dit, c'est ici qu'il faut le faire. Donc, moi, j'avais déjà la maquette en tête, je l'avais déjà plus ou moins déjà esquissée. Et bon, à ce moment-là, on est parti sur le principe d'aller voir la mairie. Et la mairie ne voulait rien savoir, la mairie du 13e, au départ. On a été voir un adjoint à la culture qui a dit oui, ok, très bien, mais bon, nous, on ne donne rien, on n'a pas les moyens. Bon, d'accord, on est allé voir à ce moment-là Paris Habitat, qui a dit très bien, ok, on verra, il faut qu'on fasse des essais, il faut qu'on regarde, il faut carotter le mur pour voir s'il y a de l'amiante, enfin bref, du plomb, enfin bon. Donc ils ont regardé, ça a mis des semaines, voire des mois, ça a été excessivement long, puis à un moment je me suis un petit peu fâché, j'ai dit écoutez, il va falloir faire vite parce que là, dans quelques semaines, on va inaugurer la fresque, enfin la peinture murale,
Et il y a Anne Hidalgo qui sera présente. Donc ce serait dommage qu'elle soit pas là, quoi. La peinture. Bon, alors là, elles ont commencé à comprendre un petit peu le sérieux de la chose. Au début, elles voyaient ça elles prenaient ça un petit peu par-dessus la jambe. Bon, finalement, on est arrivé. Donc là, j'arrive maintenant à l'explication. Donc là, on voit les 3 vignettes. Alors, je suis parti sur un petit peu l'idée de faire comme entre la bande dessinée et un journal. Alors, la bande dessinée, c'est avec des bulles. Donc là, c'était l'idée d'Aimable. Où justement on s'est concertés tous ensemble. Moi j'avais fait un premier jet de maquette où il n'y avait absolument pas de bulle, il n'y avait rien, c'était juste du texte, mais c'était un petit peu sec, un petit peu dur pour à la lecture peut-être, et puis visuellement. Bon. Du coup on a dit on va aérer tout ça, puis on a mis les bulles, les cases, puis là du coup ça s'est un petit peu transformé en une petite histoire, comme une planche de bande dessinée. Hein, donc c'est plutôt le côté aussi pédagogique et en même temps ludique de la chose, donc ça c'était sympa. Et donc on est parti sur l'idée de travailler sur les 3 jours de la Nueve, évidemment, les 3 jours où la compagnie est arrivée dans Paris, quoi. De la porte d'Italie jusqu'ici, jusqu'à l'hôtel de ville. Et donc le premier jour, c'est le 24, c'est là où on voit donc l'hôtel de ville au fond, hein, la première image du haut, avec le half-track, le Guadalajara. C'est lui qui arrivera, le premier, il y en aura 3 autres. Enfin, donc là, c'est la toute première image où là on les voit vraiment débarquer et donc là ils ont pas eu de soucis, ils ont pu rentrer dans Paris sans difficulté et arriver jusqu'à l'hôtel de ville sans encombre. Ils ont été conduits par un autre étranger. Un Arménien qui habitait Paris et qui était fromager et qui avait une espèce de petit vélo triporteur avec une caisse dessus et il travaillait en même temps pour la résistance, il alimentait la résistance et donc il arrive à la porte d'Italie et quand il voit l'attroupement il s'avance et il propose à Raymond Drone de les conduire à travers justement un des dalles de rue que lui connaissait, où il n'y avait pas d'Allemands, parce que c'était un petit détachement et que s'ils avaient été accrochés par les forces allemandes, il y avait quand même encore 20 000. Il y avait 20 000 Allemands encore dans Paris. Dans Paris. Donc ils n'auraient pas pu tenir l'attaque. Donc c'est encore un autre étranger qui va les conduire jusqu'à l'hôtel de ville sans coup tiré. Donc ça c'est le premier jour. Deuxième jour, là on est sur la deuxième vignette, c'est le 25, où là il y a des échauffourées du côté de la République, donc par la rue des Archives, ils vont faire appel à la Nueve. Donc là on amorce le tank, le Romilly, qui lui arrivait juste derrière les half-track, et c'est lui qui va canonner justement une barricade d'Allemands là, devant la place de la République, pour justement faire une percée et permettre justement au FFI de pouvoir rentrer et arriver jusqu'à la caserne, quoi. Donc il y avait aussi des hommes de la Nueve qui étaient présents à ce moment-là, quoi. Donc ça c'est le 25. Et ensuite on arrive après au 26, où là le 26 c'est le fameux défilé de la victoire, c'est le cortège sur les Champs-Élysées. Donc c'est De Gaulle qui va demander à Drone que ce soit la Nueve qui soit présente pour escorter en fait justement tout le défilé. Et on les voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film d'Alberto Marca, où on les voit bien, ils sont derrière tous les officiels, donc derrière De Gaulle est devant, et avec justement les autres généraux. Et on voit Drone à un moment aussi sur un half-track. Bon. D'ailleurs je l'ai peint, là, il apparaît, mais bon d'ici on ne le voit pas très bien, mais il est là Drone. Il est aussi dans la peinture. On le voit sur le half-track. Il est un petit peu au loin là, derrière. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote, mais je voulais quand même marquer le coup. Et donc ça c'est le 26. Bon, après ça, on a un petit peu mis des légendes pour que les gens puissent comprendre aussi ce que représentaient ces vignettes avec du texte. Bon, l'idée c'était de faire quelque chose en noir et blanc
un peu dans des tons un peu bistres comme ça, pour donner un petit peu l'aspect ancien, vieillot de l'époque, des journaux, et puis des magazines, et puis voir même des bandes dessinées à l'époque. Donc c'était un petit peu ça aussi, de ne pas que ce soit trop coloré. Les seules couleurs que je me suis permis de mettre, c'est pour représenter les drapeaux français, les drapeaux tricolores, et les drapeaux de la République espagnole. Et puis évidemment le logo de l'association. Donc ça c'était tout. Ça c'est la première partie. La partie technique aussi, c'est que bon, c'est une peinture à l'acrylique, donc peinture à l'eau, déjà, avec un vernis par-dessus qui protège aussi donc, bien la peinture. Pourquoi c'est une peinture murale? Parce que c'est peint sur le mur, c'est pas une fresque. Une fresque, c'est quand on peint dans le frais, tout simplement. El fresco, c'est une technique italienne qui se faisait à l'époque au Quattrocento. Donc on appelait ça una giorno. La giorno, c'était quand on faisait une journée de travail, on faisait en moyenne 1 mètre carré à 2 mètres carrés de fresques. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la chapelle Sixtine justement de Michel-Ange, où là c'est une fresque. C'est pas de la peinture, c'est réellement des fresques. Où là vraiment la peinture elle est comment dirais-je, elle est dans l'enduit frais quoi. Donc elle pénètre dans l'enduit. Là, elle pénètre pas, là, elle est juste posée sur le mur. Donc c'est très très différent. C'est pour ça que j'insiste bien sur cette partie technique, plastique, mais bon, ça a son importance pour moi. Maintenant, on parle de fresques aujourd'hui de manière très générale, mais bon, c'est pas très grave. Voilà pour cet aspect technique. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à me dire. Alors j'ai passé à peu près 1 mois et demi dessus en comptant les journées de pluie. Voilà, donc on a monté un échafaudage, il a fallu faire aussi... Quelle est la fresque, comme vous dites bien, c'est vraiment dans la masse, c'est-à-dire que quand on se promène en Italie, dans certaines ruelles, on tombe encore sur des fresques du 14e et du 15e, elles n'ont pratiquement pas bougé, parce que comme elles sont dans la masse, elles tiennent très longtemps. Quelle est la résistance ici de cette technique-là? Je ne peux pas vous dire. Non, je ne peux pas vous dire, parce que d'abord, c'est une très bonne question, parce qu'il y a... D'abord parce que ce n'est pas une technique à l'huile. Une technique à l'huile, on sait que ça peut durer très longtemps. En général, l'huile, on le sait, pour l'avoir vu sur des toiles, sur des retables, sur du bois, bon, on sait que ça dure des siècles. Le problème de la peinture acrylique, c'est que c'est nouveau, c'est quelque chose qui date des années 60, donc on ne sait pas quelle peut être la durée dans le temps de cette technique-là. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, ça tient plutôt bien. J'espère que ça tiendra encore très longtemps. Au moins, moi j'ai fait il y a certaines peintures murales, pour être franc, que j'ai fait il y a 25 ans. Elles n'ont pas bougé. Bon, donc déjà, voilà, au moins on est tranquille pour 25 ans, 30 ans, on verra après, à moins que le mur s'écroule ou l'immeuble s'écroule. Il faudra revenir dans 25 ans pour voir si elle est toujours debout, si elle a bien tenu. Mais une chose est certaine, c'est que c'est magnifique et vraiment bravo. Très très bien. Vraiment, et ça mérite un applaudissement. Est-ce que les habitants du quartier ont été inclus dans le projet? C'est pas les habitants du quartier, c'est les habitants de l'immeuble. Hein. Ah d'accord. C'est les habitants de l'immeuble qui, on les a convoqués lors d'une assemblée générale. On leur a dit, ben voilà, soyez pas étonnés, il va y avoir une peinture murale sur le mur. Ils leur ont soumis le projet avec la maquette, et puis bon, ça a été accepté à l'unanimité. De toute façon, il fallait que ce soit accepté, parce qu'il y avait l'inauguration après. Depuis que cette peinture murale est ici, est-ce que le quartier ou les écoles du quartier s'en servent pour étayer un cours d'histoire oui, parce qu'il y a un parcours ici de street art où il y a, bon d'ailleurs la guide était là lorsque j'étais en train de peindre, elle est passée dans la rue avec un groupe et elle explique en règle générale toutes les peintures qui sont dans le quartier. Il y a à peu près en moyenne aujourd'hui dans le 13e une cinquantaine de peintures murales, on va dire de fresques, de street artistes
qui ont déjà travaillé et qui sont des artistes internationaux. Hein. Donc oui, effectivement, c'est inclus maintenant dans la boucle. Et régulièrement, il y a des groupes qui viennent. Et nous aussi, on le fait aussi régulièrement. Lorsque des classes viennent à Paris, nous demandent de voir la peinture et on leur fait faire le parcours. On pourrait croire que les 3 images ont été retirées d'une bande dessinée. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen ou l'idée de faire l'inverse, partir des 3 images pour justement faire 3 planches ou 3... développer. On peut le faire. Alors bon, pour être sincère, moi je me suis basé sur des photos. Hein. Okay. Voilà. J'ai fait comme des montages de photos. Donc j'avais pris, j'avais trouvé un petit peu partout comme documentation. Hein, ça m'a servi comme apport visuel et puis comme soutien visuel pour pouvoir travailler et avoir quand même des choses assez précises. Parce que pour peindre le half-track, je vous promets, si vous n'avez pas une super bonne doc, c'est pas possible. Hein. De tête, on ne peut pas le faire. Même l'hôtel de ville, hein, j'ai pris plusieurs images de l'hôtel de ville. Je suis allé à l'hôtel de ville, j'ai commencé à faire des photos. Après, je suis allé chercher sur Internet. J'ai relevé aussi d'autres photos. J'ai fait des agrandissements, j'ai zoomé. Du coup, j'avais des détails que je ne pouvais pas voir. Bon, et ça m'a permis de pouvoir fixer vraiment le dessin et de faire quelque chose de précis tout de même quand même. L'idée, c'était de rester fidèle à l'image et fidèle aussi à cette époque. C'est aussi pour ça que je travaillais sur le noir et blanc. J'insiste beaucoup parce que toutes les photos que j'ai utilisées sont des photos en noir et blanc. Donc bon. J'insiste aussi sur le contraste, sur le clair-obscur. Bon, c'était ça qui m'intéressait aussi. Donc, il n'était pas question pour moi de faire ça en couleur. Bon, j'aurais pu. Un mois à peu près, presque un mois et demi. Oui. Ah ben, je bossais entre 12 heures par jour, parfois 15. Alors, d'abord, j'ai fait tout un dessin. J'ai monté tout le dessin. Au départ, j'ai fait ça sur des calques, à l'échelle 1. Avant d'appliquer les calques, il y a quand même une protection du mur ou une préparation. Non, même pas. J'ai pas un direct sur le mur. Ah bon? C'est la couleur d'origine du mur. Hein. Je voulais que ce soit quand même noyé aussi dans l'architecture, quoi. Donc je me suis dit non, vous inquiétez pas, je vais peindre directement. Et d'ailleurs, ça m'arrangeait parce que ça m'a fait gagner du temps aussi. Hein. Il était en bon état. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait de le faire ici. Aussi, il y avait aussi cet avantage-là. C'est que je me suis dit, ouais, le mur il est en très bon état, il est en parfait état, donc je peux peindre direct dessus. Donc j'avais pensé déjà à tout ça. Et la façon de travailler, c'est avec des calques, tu as dit? Alors oui, parce qu'en fait j'ai d'abord tout fait sur calque. Donc j'ai fait tout ça en atelier, j'ai fait mes grands calques. Donc vous imaginez, là, pour faire tout ça, il m'en a fallu des calques énormes, des calques qui faisaient 2 mètres de haut, quoi. Bon, voilà. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a un tout petit film qui a été fait avec un téléphone. Il n'est pas très bon, mais au moins on voit les techniques, justement. On voit les calques, on voit le travail de préparation sur la fresque, et puis on le voit perché sur son... Et sur cette chaîne-là, il y a en général un film tous les 24 août. Donc le film du 24 août 2019, de l'inauguration, avec les discours, voilà. Et il y a aussi quelque chose d'assez intéressant par rapport à la Nueve. Il y a un film une vidéo qui s'appelle Sur le banc, qui est une vidéo qu'on a fait avec des classes de Châteaudun, du lycée de Châteaudun, qui sont venus à Paris. On a fait le parcours et on a retrouvé à l'hôtel de ville Colette Drone, la fille du capitaine Drone. Et ce jour-là, il y avait ni la mairie du 4e ni la mairie centrale n'a pu nous prêter de salle pour recevoir les mômes. Donc on s'est installé, il faisait beau heureusement, c'était en mois de février ou de mars 2019. Et on s'est installé au square de la Tour Saint-Jacques, dans l'espace des jeux pour enfants. Donc tous les mômes, tous les lycéens sont par terre sur cette espèce de mousse
pour les enfants, là où ils jouent, vous savez, où il y a des toboggans, des choses comme ça. Et puis Colette Drone et nous, on est installés sur le banc. Voilà, d'où le titre du film, sur le banc. Et Colette parle aux élèves de la Nueve et de son père et tout ça. Et c'est quelqu'un d'absolument passionnant. D'ailleurs, si vous regardez ce film, il n'y a pas un môme qui bronche. Tout le monde l'écoute bouche bée parce qu'elle raconte des anecdotes, elle sait raconter, voilà. Et franchement, sur l'histoire de la Nueve et de ses hommes et de cet attachement qu'elle a elle-même pour ses hommes, c'est à ne pas louper. Pour répondre à Patrick, je crois, tout à l'heure, on disait mais qu'est-ce qui s'est passé après la guerre et après la libération de Paris? Eh bien, qu'ont fait les organisations, les républicains en exil? Eh bien, ils se sont reconstitués, ils ont reconstitué leur organisation, je en ai parlé brièvement tout à l'heure, et on vient de le voir, la libération de Paris est fêtée officiellement le 25 août 1944. Un mois après, le mouvement libertaire espagnol, hein, c'est celui qu'on connaît, sort à Paris Solidaridad Obrera, qui est daté Paris 24 septembre 1944. Un mois après la libération de Paris, ces gens-là savent sortir un journal à Paris. Et de quoi ils parlent? Avec les Espagnols de la division Leclerc. Donc, le premier hommage qui est fait à la Nueve et aux Espagnols, c'est un mois après. Et c'est étonnant parce que c'est pas un journaliste qui raconte, c'est des camarades il se trouve que celui qui raconte, il voit sur un off-track quelqu'un qu'il connaissait en Espagne. Il raconte ça. Voilà, donc c'est absolument formidable. Et puis, dans le même ordre d'idées, donc la guerre se poursuit. Hein, Paris est libéré, mais on est loin encore de la fin de la guerre, puisque c'est le 8 mai 1945. Et là, donc, toujours dans le journal Solidaridad Obrera, il y a un grand festival artistique, Salle de la Mutualité, le 17 décembre 1944, en honneur de nos camarades de la division Leclerc. Voilà. Donc, c'est la Salle de la Mutualité, c'est minimum 2000 personnes. Hein. Donc, il y en avait beaucoup plus qui allaient à ce genre d'événement. Mais, voilà les circonstances de l'après-guerre, de l'après-libération de Paris. Tout de suite, les organisations, pas seulement libertaires, mais toutes se reconstituent et sortent un journal. C'est voilà, à un moment donné où le papier est rationné. Le papier est rationné encore. Hein. Donc, voilà. Mais ils arrivent à faire des choses déjà. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ce qui se passe après, tout de suite après la libération. L'expérience de la confiscation. Ah oui, oui. C'est des gens expérimentés. Ils ont acquis beaucoup d'expérience pendant la guerre civile, mais avant la guerre civile, le mouvement syndical en Espagne, c'était pas de la tarte. Hein. C'était beaucoup de combats de rue, de choses très violentes et de beaucoup de clandestinité, puisque de la création, par exemple, de la CNT en 1910 jusqu'en 1936, ils ont dû connaître de vie ouverte, de vie publique, peut-être qu'une dizaine d'années. Donc voilà. Le reste du temps, les syndicats étaient clandestins. Voilà. Alors du coup, après ce premier échange, on va aller au bout de la rue, où il y a, cette même année-là, de l'inauguration de la fresque, le même jour, et a été inauguré par la ville de Paris, un square Federica Montseny. Sous couvert d'aimable, c'était d'abord une femme issue de la famille libertaire de la CNT et qui était donc qui a passé en fait toute son enfance un peu dans la clandestinité de ses parents. Donc elle a été éduquée non pas à l'école mais par ses parents.
et elle a été bien éduquée. Et c'était bon, plutôt une intellectuelle qui écrivait beaucoup et qui écrivait beaucoup des petites nouvelles, des petits bouquins un peu d'histoire populaire, pour que ça soit lu justement par des ouvrières et par des ouvriers, et que les idées que renfermaient ces petits bouquins, ces petites histoires, germent un peu et fassent réfléchir les ouvriers, les ouvrières au niveau de la conscience politique et puis de l'égalité, de la libération et puis d'une autre possibilité de société. Voilà, tout à fait. Et au moment donc en 1936, quand Largo Caballero a formé son gouvernement en octobre 1936, il a souhaité qu'il y ait des ministres anarchistes à son gouvernement. Donc ça a été un grand débat au sein de la CNT. Il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait bon. Et finalement, Federica Montseny, qui n'était pas forcément pour rentrer dans un gouvernement et s'impliquer dans les affaires de l'État, on finit par accepter avec Garcia Oliver, avec j'oublie toujours le troisième. Juan Perro. Juan Perro, voilà. Et donc elle va prendre en charge le ministère de la Santé. Et elle va être ministre de la Santé de novembre 1936 à mai 1937, enfin juste aux événements de mai 1937. Et elle va, pendant ce laps de temps très court, entamer des chantiers absolument révolutionnaires par rapport à la santé, par rapport à la libération des femmes, par rapport à l'avortement, par rapport à la contraception, par rapport à la préservation de l'enfance, par rapport à l'éducation des femmes au niveau de leur corps et au niveau aussi de leur liberté. Elle est évidemment secondée par des femmes de pointure comme Amparo Poch, qui sera la directrice des affaires sociales de son cabinet et qui va s'occuper beaucoup de l'éducation des femmes et puis de la protection de l'enfance. Et Federica Montseny, elle va quitter le gouvernement en 1937 au moment des événements de mai 1937 où il y a des affrontements entre les anarchistes, les membres du POUM et le Parti communiste et l'État républicain de cette époque-là. Et à la fin de la guerre, elle subira l'exil comme le plus simple des républicains espagnols, c'est-à-dire qu'elle va suivre les fils de réfugiés alors qu'elle aurait pu, en tant qu'ancienne ministre, avoir un régime de faveur pour passer la frontière. Elle va suivre l'ensemble des fils des républicains espagnols avec sa mère malade, et elle va passer la frontière comme ça. Sa mère est mourante, d'ailleurs elle va mourir à Perpignan, sa mère. Et elle passera la frontière comme ça. Et en exil, donc elle va être obligée, elle est recherchée. Juste là, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a deux organismes qui s'occupent du secours aux réfugiés des mars 39, etc. Federica Montseny en fait partie. Elle fait partie du CERE, et donc elle fait le boulot qu'elle peut faire. Elle habite Paris à ce moment-là, et elle vient sur Paris. Et puis quand les nazis arrivent, eh bien, elle prend le chemin de l'exode comme les Français. Et elle repart donc dans l'autre sens. Mais, à un moment donné, quand les choses se calment, etc., elle se dit, j'ai laissé plein de papiers compromettants, parce qu'il y avait plein d'exilés qui écrivaient au CRE à son adresse pour obtenir telle et telle chose, et ils laissaient leurs adresses. Donc elle s'est dit, mais j'ai laissé ça là-bas, si la Gestapo ou la police française tombe dessus, ça va être une catastrophe pour les camarades. Donc elle revient sur ses pas, elle remonte et elle brûle les documents.
ça lui attire des ennuis parce que ça ne se fait pas discrètement, etc. Mais elle le raconte dans un livre, mais elle réussit à brûler les papiers et donc à ne pas compromettre tous les gens qui ont mis leur confiance dans cet organisme. Et ensuite, elle sera poursuivie par les autorités franquistes sur le territoire français et elle a été arrêtée et elle allait subir le même sort que Luis Companys et puis l'autre personnage basque, mais le nom est très difficile à dire, donc voilà, qui ont été extradés en même temps que Juan Peiro aussi, l'ex-ministre. Ils ont été repris, ils ont été pris par les autorités franquistes ici, transmises à Franco et ils ont été fusillés. Et Federica Montseny a sauvé sa peau parce qu'elle était enceinte. Et en France, à cette époque-là, la loi interdisait les extraditions aux femmes enceintes. Voilà, mais elle est passée à 2 doigts aussi de mourir. Et Federica Montseny, à part être ministre, etc., c'était une femme anarchiste qui savait, disons, interpréter les aspirations du peuple espagnol et du peuple anarchiste espagnol surtout. Et c'était une oratrice hors pair. Et ça, c'est Federica Montseny dans des arènes dans les années 30, hein, à Barcelone, à Barcelone ou à Madrid. Là, on la voit ici, donc elle est à la tribune de la Mutualité, avant qu'elle prenne la parole, parce que ça c'est une table de meeting très classique des années 50-60. Il y a une table d'orateurs, 5, 6, 7 orateurs, et puis il y a un pupitre pour qu'au moment où ils prennent la parole. Donc elle se trouve là. Et donc, c'est dans les années 65, ça, certainement, à la Mutualité. Hein, voilà. Et puis, comme c'est une grande oratrice et elle est reconnue dans tout le mouvement libertaire espagnol, en 75, Franco meurt et elle retourne en Espagne. Et là, c'est à Montjuïc, à Barcelone, devant 250 000 personnes. C'est toujours elle. Avec quelques années de plus, on le voit. Mais on a des documents sonores de ses interventions au meeting, c'est impressionnant. Voilà. Donc, et où elle dit aux gens, elle finit son discours en disant « pensez, pensez, pensez ». Ouais, elle pensait aux jeunes, parce qu'il y avait évidemment énormément de jeunes qui étaient là. Et donc Federica Montseny, c'est surtout ça. C'est surtout la militante anarchiste, plutôt que la ministre. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais bon, ça a été aussi un élément de son parcours. La ville de Paris a choisi de lui consacrer un square, on en est bien content. Et alors, il y a un film qui vient de sortir, un documentaire qui vient de sortir, un documentaire catalan, qui s'appelle Urraca, qui a été diffusé sur TV13, la télévision catalane, mardi dernier. Et qui en fait qui parle de cet homme qui s'appelait Urraca et qui était l'agent de Franco qui a participé pendant toute la guerre et même au-delà à l'arrestation des figures demandées par Franco en France, dont Companys, Federica Montseny et puis tous les autres. Et c'est quelqu'un qui s'est enrichi évidemment à la faveur de son travail clandestin et qui a sévi jusque dans les années 80, y compris en Belgique. Et donc ce film-là a été fait par Philippe Solé, donc, qui est un des réalisateurs le plus prolixe sur les sujets de l'Espagne et de la République et des combats qui ont été menés de 1933 jusqu'à fin 1975.
Et en fait, il a fait ce film parce que la petite fille de cet homme l'a rejeté en fait, et elle refuse de porter son nom, et elle a écrit un bouquin et toutes ses mémoires sur le fait que elle condamne l'attitude de son grand-père. Est-ce que vous connaissez le film Land of Freedom? Oui, oui, oui. Je ne sais pas quoi en penser. Oui. Vous me permettez de vous poser la question. J'étais très surprise quand je l'ai découvert. J'ai dit ouf. Et je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est basé sur des faits réels? Est-ce que c'est fort imagé? Est-ce qu'il a... Ouais, je raconte toujours cette anecdote à propos de ce film-là. Avec mon père, on a été voir le premier film qui s'est fait sur la guerre d'Espagne, le film de Frédéric Rossif qui s'appelle Mourir à Madrid. Il est sorti, c'était en 63, il était en pétard, il était furieux, il dit mais ça ne correspond pas du tout à la réalité que lui avait vécue. Hein. Il ne dit pas que c'est la réalité, qu'il n'y avait pas une certaine, mais celle qu'il avait vécue. Et puis il a eu la chance, parce que c'était juste un an avant son décès, de voir Land of Freedom. Et là, il est ressorti, la banane, il dit là, je me reconnais, là j'ai vécu ça, là c'est ce qu'il y a de plus proche comme film de ce que lui avait vécu. Je l'ai vu avec maman, qui était toute petite quand elle a vécu la guerre, donc son papa était républicain. Elle a été très choquée par le film, c'est pas du tout ce qu'on lui avait raconté, donc elle était très, très fâchée. Jusqu'en 89, il y a une chape de plomb sur la gauche qui s'appelle le stalinisme dans toute l'Europe. Et ça, c'est pas innocent si ce film-là il sort en 96, parce que c'est la fin du stalinisme. Et on commence à trouver les moyens de dire un peu autre chose que la version stalinienne des faits. Et donc... parce qu'en fait, il y a deux histoires officielles. Il y a l'officiel des officiels, et puis il y a l'officiel du stalinisme. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, je veux dire, si on parle encore, j'en parlais tout à l'heure, de dire, voilà, c'est une série de trahisons, la République espagnole. Mais c'est aussi une série d'occultations permanentes du monde capitaliste qui a eu chaud aux plumes en Espagne. Parce que la révolution libertaire qui met à bas la propriété privée, oh là là. Et puis comme c'est libertaire, c'est pas autoritaire. Et donc ça n'obéit pas au parti, ni au stalinisme, ni à Moscou. Donc il y avait d'une part les institutions capitalistes et les institutions staliniennes qui avaient aucun intérêt à révéler ou à parler de ce qu'avait fait la révolution libertaire. Donc c'est aussi ça le nœud de la guerre civile espagnole et de ce qui s'y est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêts contraires aux aspirations du peuple espagnol. Les libertaires ont eu affaire donc aux institutions républicaines, au stalinisme et au franquisme, parce que c'est quand même eux qui mettent le coup d'arrêt quand même au coup d'État. Hein, même s'ils ont été aidés par beaucoup de monde, je veux dire, mais c'est quand même eux qui... Le gouvernement s'était couché en disant tout va bien. Encore mon père, parce que finalement on est mieux servi que par les siens. Mon père était un adolescent, mais un adolescent déjà syndiqué dans la banlieue de Barcelone, dans la banlieue ouvrière de Barcelone. Eh bien, il nous racontait que 15 jours avant le coup d'État, tout le Barcelone ouvrier était au courant qu'il allait avoir un coup d'État et que les syndicats, les groupes des syndicalistes de la CNT surveillaient les casernes, surveillaient les postes de la garde civile pour voir ce qu'ils faisaient. Et puis ils commençaient à s'armer. Voilà, donc si eux le savaient, bon... Des traces que depuis 1931, les républicains savaient qu'un coup d'État surmontait. Oui, mais sauf que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement républicain, il va se coucher et puis tout va bien. Quoi. Le libertaire, c'est Barcelone, c'est pas Madrid. Oui, c'est Barcelone. C'est vraiment une caractéristique. Il y a eu des mouvements libertaires en Andalousie, organisés, oui. Ah oui. Aussi organisés, oui. Il y a aussi organisé. Ça a été l'endroit le plus fort. Oui. Nous, on a passé dans notre Freedom à l'auditorium de l'hôtel de ville.
Et comme on n'a pas pu inviter Ken Loach parce que c'était le festival de Cannes, on a invité Frédéric Pierrot, qui est dans Land of Freedom, l'acteur français, le français qui arrive pour défendre. Voilà. Bon. Et il nous a raconté le film. Parce que lui-même disait, oh là là, mais je m'en souviens plus, ça fait des années et des années, je ne sais pas comment je vais faire pour vous parler de ce film-là. Puis bon, il l'a regardé, et puis tout lui est revenu, et donc il nous a expliqué le film à l'intérieur des acteurs qui ont joué, quoi. Parce qu'en fait, quand Ken Loach fait jouer des acteurs, il ne leur donne pas le scénario complet, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui va mourir, qui va rester, voilà, ils ne savent pas du tout quel est leur rôle, jusqu'où va être poussé leur rôle. Et il dit, mais c'était extraordinaire, à un tel point que, il nous a raconté, à un tel point que les gens qu'on s'est pris dans l'histoire, qu'à un moment donné, quand l'armée régulière arrive pour leur dire, il faut rentrer dans l'armée ou alors vous démettre et rendre vos armes, et Ken Loach leur dit, bon ben, vous allez résister, puis vous allez vous éloigner de l'armée, enfin vous allez... Et il dit à un moment donné, Ken Loach les a rappelés en disant non, non, mais revenez, parce que les gars partaient vraiment, quoi. Les gars partaient vraiment, ils ne voulaient pas y aller, quoi. Ils voulaient pas rendre leurs armes. Et il dit, le gars qui les trahit, en fait, qui passe directement dans la garde, dans l'armée régulière, quand il a appris que c'était lui qui avait ce rôle-là, il paraît qu'il en a pleuré, quoi. Et ce que tu dis, je pense que c'est intéressant, parce que c'est aussi... On a vécu pendant très longtemps, et puis on continue de vivre un peu avec ça, c'est-à-dire que du fait que c'est une république trahie, du fait que de tout ce qui s'est passé contre la non-intervention, enfin tous ces trucs-là, on a envie d'être républicain. Et nous le sommes, nous, quand on parle de nous, on parle du camp de la République, parce que voilà, mais la République, c'est pas que, hein, c'est comme les royaumes, hein, c'est pas que des roses, hein, voilà.